à tous. Alors là, j'ai un sujet un peu vague, ou pas, non, plutôt large. C'est-à-dire, je vais essayer de vous présenter les nouvelles maladies qui ont été décrites, enfin, qui ont été incluses dans la dernière classification publiée, donc celle de 2017, ça fait déjà 2 ans, du comité d'experts de l'IUIS. Et donc, pour vous parler, déjà, on va parler des nouveautés dans cette nouvelle classification. C'est-à-dire que désormais, les déficits immunitaires primitifs ont été appelés défauts innés de l'immunité. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment étendu le domaine dans lequel on va inclure des maladies ou qu'on va inclure dans ce groupe. Donc, on est maintenant à plus de 350 maladies. 80 ont été incluses dans la mise à jour de 2017. Et donc, je vais essayer un peu de donner des petites... je vais faire une revue de ces nouvelles maladies, avec peut-être quelques points pour les diagnostiquer. Alors, on va commencer par des bonnes vieilles maladies que l'on connaît déjà, mais qui viennent d'être incluses dans les défauts immunitaires de l'inné. Donc là, il n'y a pas de surprise de la mucoviscidose, vous la connaissez tous, donc, qui est dû à un défaut fonctionnel de la chémotaxie des macrophages. Et donc avec ce problème de muqueux avec des poumons, des infections des bronches, une malabsorption, un mauvais état du foie, des organes, une stérilité chez les hommes, etc. Il y a aussi le syndrome de Kabuki, qui présente un défaut de la recombinaison isotypique, donc généralement un faible taux d'IgA et parfois un faible taux d'IgG, et qui est caractérisé par ce faciès très caractéristique, que l'on a donc comparé au masque de Kabuki. Ensuite, il y a aussi le déficit en G6PD dans sa forme plus sévère, donc la classe 1, qui présente une production réduite des radicaux libres d'oxygène, donc avec un icterne géonatal, une anémie hémolytique chronique et une fréquence qui est rapportée plus importante d'infections bactériennes. Il y a le COAT+ syndrome, donc un peu moins connu. C'est un phénotype de variable avec une myelodysplasie, des calcifications intracraniales, parfois une télangiectasie rétinale, et donc qui présente des télomères raccourcis sur le plan biologique. Alors, le syndrome ataxie-pancytopénie et syndrome Mirage, qui sont des défauts en le SAMD9 et son ligand, qui sont des prédispositions à des myelodysplasies et à des leukémies myéloïdes avec une monosomie 7. Donc, qui se présente soit dans l'ataxie, donc c'est vraiment un syndrome neurologique avec les infections bactériennes, et dans le Mirage, c'est plus un problème de développement avec des diarrhées chroniques, hypoplasie adrénalienne et un retard de croissance intra-utérin. Alors le MOPD1, qui est un anisme avec microcéphalie, donc présente parfois un déficit en anticorps spécifiques. Il y a aussi la maladie de Singleton-Merton. Donc c'est une expression variable donc, de glaucome, de calcification aortique et d'anomalies squelettiques. Donc c'est un défaut soit de IPH1 ou bien de DDX58. L'ostéopétrose, que vous connaissez aussi probablement, donc un défaut fonctionnel des lysosomes sécrétoires dans les ostéoclates, donc avec cette densité plus importante des os, et qui peuvent être associés à d'autres symptômes tels que l'hypocalcémie, la cécité, donc des symptômes neurologiques ou encore un retard de croissance important. Là, c'est une maladie plutôt dermatologique, donc l'hidradénitis suppurativa ou acné inversa, qui est dû à un problème fonctionnel des complexes gamma-sécrétases dans les follicules, donc la grugulation de la kératine. Donc c'est une acné qui touche surtout les zones génitales, entre autres. Le XL reticulum pigmentary disorder, donc c'est une hyperpigmentation avec un motif réticulé. Ces patients-ci présentent un poumon inflammatoire, gastroentérite et colite, et avec un faciès assez caractéristique également.
Alors ça, c'est deux maladies qui sont dont le gène n'est pas encore connu. Donc le déficit isolé en IgA, quand il est symptomatique, il s'accompagne d'infections bactériennes, d'auto-immunité. Et donc c'est vraiment uniquement l'IgA isolé et pas d'autres déficits en sous-classe ou en anticorps spécifiques. Et le déficit isolé en IgM, donc lui s'accompagne de bactéries, d'infections bactériennes ou pneumocoques. Enfin, le Chapel disease, qui est donc un déficit qui est CD55, qui aboutit à une entéropathie exudative avec une thrombose. Donc là, vous voyez sur la biopsie, donc on voit bien les. J'ai un peu oublié, désolé, c'est un peu trop de données. Bon, maintenant on va revenir à des phénotypes qui sont plus anciens, donc des phénotypes des déficits immunitaires qu'ils ont connus, mais avec des nouveaux gènes qui ont été décrits. Donc là aussi, on va essayer d'aller un peu vite. Donc, il y a des phénotypes de KID classiques avec les infections récurrentes. Donc, il y a le déficit en TFRC qui a été décrit dans une famille koweïtienne et un patient arabe saoudien. Donc, qui présente aussi une neutropénie et thrombopénie. Il y a la déficience en RLB qui a été décrite chez 3 garçons d'origine irlandaise. Les infections récurrentes avec une faible prolifération des cellules T. Pour les thrombopénies congénitales, donc on connaissait déjà le Wiskott-Aldrich. On oublie souvent le syndrome de WIP, qui est un Wiskott-Aldrich, donc le même phénotype, mais qui est autosomal récessif, donc qui touche également les filles. Et maintenant, donc, on a été décrit récemment le déficit en ARPC1B, avec des infections récurrentes, colite, vasculite. La thrombopénie, là, elle est modérée et les plaquettes sont de taille normale. Mais on retrouve les lésions cutanées qui ressemblent à celles du Wiskott-Aldrich, avec la vasculite. L'ICF, donc il y a 2 nouveaux gènes qui ont été décrits, le CDCA7 et S, qui est caractérisé par son karyotype avec cette configuration multiradiale des chromosomes 1, 9 et 16. Déficit en ligase 1, donc c'est un KID aussi qui ressemble assez aux autres défauts de réparation d'ADN, avec la sensibilité la photosensibilité, le risque de lymphome, la sensibilité aux radiations. Il y a le déficit en TBX1, qui est en fait le gène qui est touché dans la délétion de DiGeorge, et donc qui va donner la même clinique, en tout cas sur le plan immunologique, que le DiGeorge. Dans les dyskératoses congénitales, donc il y a un nouveau gène qui a été décrit, le RAP53, et le syndrome de NCAM lymphangiectasie lymphadéma, donc il y a le FAT4 qui a été décrit. Donc c'est avec vous voyez, c'est les lymphangiectasies et des anomalies au niveau du visage. Dans le groupe DDCV, il y a 4 nouveaux gènes qui ont été décrits en 2017, donc le PTEN, l'IRF2BP2, le NFKPB1 et l'ATP6AP1 qui s'accompagne d'une hépatopathie. Donc le Hermann-Skipodak syndrome type 10 a été aussi inclus dans la nouvelle classification. Donc c'était une hypopigmentation, un albinisme oculocutané avec cette susceptibilité au SAM. Et dans la susceptibilité à la lymphoprolifération OBV, donc on a 4 nouveaux gènes, le RAS-RP1, le CD70, le RLTPR et le FAB24. Un deuxième gène a été décrit pour les protéinoses alvéolaires pulmonaires. Là, c'est les macrophages alvéolaires qui sont affectés dans la signalisation du GM-CSF. Et donc, on a une surproduction des surfactants au niveau du poumon. Enfin, on va venir à des gènes qui ont été déjà liés à des déficits immunitaires, mais qui ont ici présenté un nouveau phénotype. Donc, on a ici 2 gènes. Il y a le déficit en Icaros, qui avait été introduit dans la classification de 2013 comme un syndrome KID, à partir d'une publication, puis il a été retiré en 2015. Je pense que la publication avait été rétractée, ou bien il n'y avait pas suffisamment de données.
est réintroduite en 2017, mais cette fois-ci en tant que déficit en anticorps. Donc ce sont des infections récurrentes pulmonaires avec la lymphocyte B qui se progressivement diminuent avec le temps. Ensuite, oui, pour le ZAP70, donc on le connaît comme dans sa forme loss of functions. Donc c'est un KID avec une lymphopénie CT8, parfois une dysrégulation immunitaire, donc une autoimmunité. Et il a été décrit donc en 2016, je crois, chez un patient avec une combinaison de mutations loss of function et gain of function. Et donc ce patient avait vraiment présenté, ces deux patients avaient présenté une autoimmunité très sévère, avec une hyperactivité de la ZAP70 kinase et la diminution des CD8. Donc, enfin, les nouvelles maladies, nouveaux phénotypes, plus ou moins. Donc, dans les KID, le syndrome KID, on a 3 nouveaux. Donc, il y a un KID qui est lié à X, donc avec les infections récurrentes. Le BCL11B qui présente aussi des anomalies congénitales, un faciès dysmorphique, des défauts neurocognitifs. Il y a le déficit en LAT qui présente une autoimmunité avec une hypergammaglobulinie. Pour ce qui est des KID associés donc, au syndromique, donc pour 3 nouveaux défauts de réparation de l'ADN, le POL2 avec le dysmorphisme, le NSMCE3 avec cette maladie pulmonaire qui était très sévère, donc probablement d'origine virale, le déficit en GINS1 qui avait avec un retard de croissance intra-utérin, une neutropénie, et le déficit en XTL3 qui est une dysplasie immuno-osseuse. Ok. Ensuite, il y a 3 autres gènes associés à des myodysplasies. Donc, le DNJC1 qui a été assimilé à un Schwarzman-Diamond. Le déficit en EBO avec une dysmorphie faciale et une microcéphalie. Et le déficit en MYSM1 avec toujours une myodysplasie et des anomalies squelettiques. Dans les syndromes associés avec une autoimmunité, donc on a le gain of function du JAK1, le déficit en préludase et le déficit en PAC2. Donc dans les neutropénies, donc il y a une neutropénie congénitale associée à un KID, donc c'est le déficit en MKL1. Et dans les déficits associés à des syndromes, on a le déficit en JAK-N1 qui est associé avec une ostéopénie, le SMARC D2, ce sont il y a également des défauts de l'os avec une myodysplasie. Il y a le déficit en WTR1 et le déficit en IO1 qui est associé à une hypoglycémie et des complications inflammatoires. Enfin, dans les prédispositions donc, aux bactéries, on a le déficit en IRAC1 qui était concomitant d'un déficit en MECP2. Donc, le phénotype du IRAC1, ça était difficile à distinguer du MECP2. Et le déficit en TIRAP qui prédispose aux maladies staphylococciques. Le déficit en MDA5, donc, lui prédispose au rhinovirus et autres virus ARN. Et le déficit en NBAS donc, prédispose à des épisodes d'hépatopathies aiguës induites par de la fièvre. Donc ces patients, ils ont un faciès un peu caractéristique, surtout avec l'âge. Et vous voyez dans la photo du bas, c'est une enfant donc, qui a 14 mois et qui a 10 mois fait un épisode hépatique. Donc, qui a abouti à une hyparésie donc, et des anomalies donc, squelettiques, etc. Et enfin, l'encéphalopathie nécrosante aiguë a été associée donc, au déficit oral BP2. Dans les maladies auto-inflammatoires, donc, on a le déficit en LRPL1, donc dyskératose, autoimmunité, arthrite. Et la plo-insuffisance, donc autosomique dominante de la 20,
avec vraiment cette inflammation au début très précoce, des arthralgies, des ulcérations, une inflammation oculaire. On a également les otolipénias, donc sont toujours des arthralgies avec cette lipodystrophie qui est très caractéristique aussi. Donc on voit bien sur la petite fille à droite. Le déficit en AP1S3, donc il va prédisposer au psoriasis pustulaire, et le déficit en USP18 lui ressemble à un syndrome torche. En conclusion, donc, les déficits de l'immunité innée, c'est vraiment un domaine en pleine expansion. Donc, quelle que soit votre spécialité, il est tout à fait probable que vous rencontriez un jour ou l'autre un déficit, enfin, un défaut d'immunité, et que vous puissiez. Donc, c'est bien, d'accord. Et pour la petite histoire, en 2019, je pense qu'on est. Enfin, j'ai pas vraiment fait le compte, mais on a au moins 60 nouvelles maladies qui ont été incluses.